Très bien. Chut, mes chers collègues, monsieur le rapporteur général, chers collègues, donc pour finir cette matinée de commission, nous en venons à l'audition commune consacrée aux perspectives économiques. Là, maintenant, j'ai un retour son là. Si on pouvait enlever, ça serait bien. Donc, l'audition commune consacrée aux perspectives économiques de la France et la situation des finances publiques qui va nous permettre de nous pencher. Qui va nous permettre, on va rester calme. Ça me rappelle le début de la période Covid, quand on est. Voilà. On a fait des progrès extraordinaires depuis. Alors, de nous permettre de nous pencher sur ce que pensent les économistes du budget 2025 qui nous est soumis et de son impact sur l'économie française. Nous entendons pour cela Madame Anne-Laure Delatte, qui est donc en visio et que nous remercions beaucoup d'avoir accepté cette visioconférence, même si c'est toujours délicat comme on le voit, directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'université Paris-Dauphine et qui se trouve donc en visioconférence. Monsieur Olivier Redoulès, qui est directeur des études à l'Institut Rexecode, qu'on a déjà reçu l'an dernier, je crois, et Madame Natacha Valla, que nous remercions également, présidente du Conseil national de la productivité. Alors, le projet de loi de finances pour 2025 est construit sur un ensemble d'hypothèses macroéconomiques formulées par le gouvernement et sur lesquelles notre commission souhaite bénéficier de vos analyses après avoir déjà entendu, le 11 octobre dernier, M. Pierre Moscovici, en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques. Pour redresser des finances publiques parvenues à un niveau de dégradation inédit, avec un déficit pour 2024 prévu pour l'instant à 6,1% du PIB, le gouvernement envisage, dans le cadre du budget pour 2025, un effort structurel de 42 milliards d'euros, réparti entre 30 milliards d'euros de mesures nouvelles en prélèvement obligatoire et 12 milliards d'euros en baisse de dépenses. Cet effort est d'autant plus important que l'évolution spontanée des recettes serait, comme en 2023 et 2024, inférieure à celle du PIB. De ce fait, pour atteindre un ajustement structurel de 1,1 point de PIB, permettant le passage d'un déficit de 6,1% du PIB à 5% du PIB, un effort structurel d'1,4 point de PIB, 42 milliards, serait nécessaire. Selon le gouvernement qui prend comme référence le tendanciel pour 2025, l'effort consenti pourrait atteindre un déficit de 5% du PIB, serait en réalité de 60 milliards d'euros. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agissant du tendanciel de la bonne référence, et je pense même qu'il faut définitivement l'oublier pour clarifier nos débats, mais vous nous direz ce que vous en pensez. Je rappellerai que le gouvernement prévoit une croissance du PIB de 1,1% en 2025, alors même que l'ajustement structurel s'élève à 1,1 point de PIB. Selon le Haut Commissariat aux finances publiques, cela signifie que la prévision de croissance, sans cet ajustement, serait de 1,7%. Je signale ici que si l'on retenait comme base de calcul pour la détermination du niveau d'ajustement les 60 milliards d'euros sur lesquels communique le gouvernement, cela signifierait que la croissance hors ajustement dépasserait sans doute les 2%. Cette prévision hors ajustement est bien plus élevée que la croissance en 2023 et 2024, bien plus élevée aussi que la croissance potentielle et que ce qu'anticipait le consensus des économistes dans sa dernière publication du 7 octobre dernier, à savoir 1%. En somme, cela signifie ou bien que la prévision de croissance hors ajustement est trop élevée, ou bien que l'impact récessif estimé de l'ajustement envisagé est trop faible. L'OFCE, qui a publié sa note de conjoncture peu de temps après le dépôt du PLF, estime ainsi que la croissance devrait s'élever non pas à 1,1, mais à 0,8%. Madame Delatte, sans proposer de prévision de croissance, vous avez vous-même, dans un article récent, estimé que l'impact récessif de l'ajustement budgétaire serait de moins 0,6 points de PIB en 2025 et même de 1,7 points en 2026. Nous aimerions donc connaître votre sentiment, à tous les trois évidemment, sur ce sujet. Nous aimerions également connaître votre analyse du dérapage hors norme du déficit pour l'année 2024.
Enfin, pour déterminer les grandes lignes de son scénario macroéconomique, le gouvernement a formulé diverses hypothèses. Selon lui, l'assouplissement de la politique monétaire, opéré depuis juin dernier par la Banque centrale européenne et qui devrait se poursuivre en 2025, permettrait un rebond de l'investissement après une chute en 2024 qui n'avait pas été anticipée par le gouvernement Borne et à propos de laquelle la Commission des finances a alerté pourtant. Par ailleurs, le gouvernement mise sur une hausse de la consommation des ménages expliquée par le reflux de l'inflation et la baisse du taux d'épargne. Une certaine prudence devrait pourtant être de mise en la matière. Le gouvernement anticipe également une forte hausse des exportations. Que pouvez-vous nous dire de tout cela ? Alors, je vous indique comment va se dérouler cette audition. Vous aurez chacun un maximum de 10 minutes pour un propos liminaire, pour présenter ces sujets qui sont certes larges, mais pour en faire une synthèse. Puis nous passerons aux questions du rapporteur général et de l'ensemble des commissaires. Enfin, vous reprendrez à la fin de l'audition la parole, chacun d'entre vous, dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que nous allons démarrer par Madame Delatte, qui est en ligne, et elle conclura, si elle veut bien, notre audition en reprenant la parole pour répondre aux questions qui lui paraissent relever de ses compétences, bien sûr, peut choisir les sujets qui lui paraissent nécessiter une réponse de sa part, et c'est la même chose pour chacun de nos invités, bien entendu. Et donc, sans plus attendre, je cède la parole à Madame Anne-Laure Delatte, en la remerciant encore d'être en ligne avec nous, et lui donner la parole donc pour une dizaine de minutes, si elle le veut bien. Madame le professeur, vous avez la parole. Vous avez la parole. Oui. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Très bien. Enfin, oui, je pense que vous m'entendez. Il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Les perspectives de l'économie française, vous voyez un écran ? Non. Ah oui, on le voit. On va le sortir. Oui, allez-y. On le voit. Ok, très bien. D'accord, donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui m'honore et je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous. Donc je vais essayer d'être le plus fluide possible malgré la présentation à distance. Alors, j'ai essayé de répondre à une question principalement qui concerne les effets macroéconomiques du budget. Et je voudrais commencer par poser une question et poser le constat et le contexte sur le rythme d'ajustement qui nous est demandé par les règles européennes. Alors, le déficit structurel primaire, aujourd'hui, selon les prévisions du PLF, est de 3,6% du PIB. Donc, c'est le déficit primaire, c'est-à-dire celui qui n'inclut pas les paiements d'intérêt. Or, les règles européennes exigent qu'on réduise le déficit primaire structurel à 0,8% du PIB. Donc, ça implique presque 3 points de PIB d'ajustement. Mais en plus de ça, les nouvelles règles européennes prévoient un garde-fou du déficit et garde-fou de la dette qui impose un rythme minimum. On a entre 4 et 7 ans pour ajuster, donc un maximum de 7 ans pour ajuster. Ce qui veut dire que, en fait, si on doit respecter l'ensemble de ces critères, c'est-à-dire faire un effort d'ajustement de 3 points de PIB sur 7 ans et respecter le rythme minimum d'ajustement qui correspond au garde-fou, on doit faire, selon les critères de la Commission européenne, un effort structurel autour de 0,6 points de PIB par an. Et ça a été calculé selon la méthodologie du think tank Bruegel, le think tank à Bruxelles. Donc on devrait faire un effort structurel autour de 0,6 points de PIB par an pendant 7 ans, ce qui correspond autour de entre 16 et 19 milliards par an. Or,
Alors, l'affichage. Hop, voilà. Non. Or, le rythme d'ajustement prévu par le PLF en 2025, quel est-il? Il est assez, il n'est pas linéaire. En fait, on commence par un ajustement beaucoup plus important de 1,4 point de PIB, donc 42 milliards comme le président vient de le rappeler, 1,4 point de PIB en 2025, puis un effort de entre 0,5 et 0,6 points de PIB par an, jusqu'en 2031 où on réduit où on le réduit et on fait plus que entre guillemets 0,25 points en 2031. Donc vous avez en orange l'ajustement PLF, la stratégie française en fait, et vous avez en bleu ce qu'exigent les règles européennes. Donc il y a vraiment deux constats à tirer de ce graphique. Le premier, c'est que la stratégie est très différente de ce qui est exigé par les règles européennes, avec un ajustement beaucoup plus important en première année, qui ensuite entraîne un ajustement un petit peu moins important que ce qu'exigent les règles pendant plusieurs années, et notamment en 2031. Or, j'ai dit qu'il y avait des garde-fous. Donc, si on devait respecter absolument toutes les règles et les garde-fous, l'ajustement, quand vous voyez que la courbe orange est en dessous de la courbe bleue, ça veut dire qu'on ne respecte pas exactement ce rythme-là. Alors, ça peut se négocier, mais en tout cas, ça n'est pas exactement respectueux des règles. Et en particulier, en 2031, on est vraiment dans un rythme moins important que ce que demandent les règles européennes. Pour autant, on arrive bien, si on fait ça, on arrive bien à réduire le déficit et la dette si tout va bien. Alors, la justification, en particulier en 2025, de cette courbe orange qui est très, très au-dessus de la courbe bleue, donc de cette stratégie française beaucoup plus exigeante que ce qu'on demande au départ, c'est de dégager des marges de manœuvre avant la prochaine crise. Donc, c'est d'essayer de réduire le déficit structurel de façon importante et plus rapidement que ce qu'on demande pour dégager des manœuvres avant la prochaine crise. C'est probablement d'envoyer un signal positif aux investisseurs. Voilà, il y a une politique très volontariste. On est prêt à faire quelque chose d'important. Et peut-être un signal politique envoyé par le gouvernement Barnier. Les risques, moi je vous parle en tant que macroéconomiste, c'est que d'abord l'ajustement cumulé, il est légèrement supérieur à ce qui est nécessaire. Ça a été calculé par notamment l'Institut Avant-Garde, et en fonction des scénarios, on est entre 2 et 27 milliards au-dessus à la fin, entre 2 et 27 milliards au-dessus de ce qu'on aurait ce qu'on devrait faire selon les règles européennes. Le deuxième risque, le deuxième et le troisième risque sur lesquels je vais plus développer, c'est le coût social des effets récessifs. Donc, je vais essayer d'expliquer quels sont les effets d'un plan d'ajustement, et en particulier d'un plan d'ajustement assez rapide comme celui-ci. Et derrière ces effets récessifs, vous avez des suppressions d'emplois, donc il y a un coût social à ça, dont il faut être conscient. Et le troisième élément qui me semble le plus important, c'est qu'on risque de rater la cible, parce que paradoxalement, les plans d'économie augmentent l'endettement à court terme du fait des effets récessifs. Alors, je reviens justement sur cette idée qui est à la fois... Vous m'entendez toujours ? Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, madame. Allez-y, parlez. Ah ben. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame. Très bien. Allô ? Oui, ça marche très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien.
Ok, désolé. Pardon pour cette interruption, je reviens sur ma présentation. Le paradoxe donc je vais revenir sur les paradoxes de l'effet récessif des plans d'économie publique. En fait, lorsque les administrations publiques font des économies, elles réduisent la demande dans l'économie, ce qui diminue le PIB. Quand vous et moi réduisez vos dépenses, vous n'avez pas d'effet sur votre salaire ou sur votre revenu. Mais ça n'est pas la même chose pour l'État qui, quand il coupe ses dépenses ou qu'il augmente les prélèvements obligatoires, il a un effet sur tous les Français et les Françaises ou une grande partie, en tout cas, des ménages. Donc un plan d'économie réduit l'activité économique les années suivantes parce que comme vous avez des effets de demande et des effets de revenus, la consommation et l'investissement baissent, ce qui va avoir un effet sur l'ensemble de l'activité. Il y a deux implications importantes pour la politique budgétaire à ces effets-là. D'abord, il y a un effet sur les recettes. Moins d'activité entraîne moins de recettes. Et là, j'ai essayé de donner un exemple chiffré. Imaginez qu'on fait des économies de dépenses de 10 milliards d'euros. En fait, les économistes estiment que 10 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques, ça entraîne 7,8 milliards de réduction de l'activité. Il y a un effet multiplicateur qui fait que quand l'État baisse de 10 milliards ses dépenses, il baisse de 7,8 milliards le PIB l'année suivante. Ça entraîne alors une évaporation de recettes de 4,4 milliards. Pourquoi ? Parce que comme on a un taux de prélèvement de 57% en France, quand vous baissez l'activité de 7,8 milliards, 57% de 7,8 milliards, ça fait 4,4 milliards en moins. Donc pour le dire plus simplement, pour 10 milliards d'efforts, le déficit primaire ne baisse que de 5,6 milliards d'euros. Entre-temps, on a supprimé 15 000 emplois. Je vais revenir sur les vrais chiffres du PLF, mais là, c'est vraiment pour essayer d'accompagner le raisonnement. Et ensuite, la deuxième implication, c'est qu'il y a un effet sur tous les ratios qu'on regarde, les deux en particulier. Moins d'activité augmente les deux ratios, dette sur PIB et déficit sur PIB. Pourquoi ? Parce que si le PIB baisse plus vite que la dette et le déficit, alors vous avez des ratios qui augmentent. Donc, par exemple, le déficit, encore une fois, ce ne sont absolument pas les chiffres français, je vais vous les donner après, mais le déficit passe de 50 à 44,4 milliards d'euros. Là, c'était dans mon exemple au-dessus. La dette, elle va passer de 1000 à 1044 milliards parce qu'on a quand même toujours, même si on a réduit le déficit, on a toujours un déficit. Le PIB, lui, en revanche, il passe de 1000 à 1006 milliards parce qu'il y a eu un effet récessif. Et donc, le PIB continue à augmenter, mais il augmente moins que ce qu'il devait faire. Et vous voyez que alors qu'on était à 1000 sur 1000, on est à 1044 sur 1006, et donc le ratio augmente. C'est ça qui risque de se passer. La conclusion, là, c'est que le déficit va baisser moins que les économies réalisées, d'accord ? Donc, on a quelques recettes qui s'évaporent. Le chômage va augmenter et à court terme, la dette risque d'augmenter. Alors, vous faisiez allusion, Monsieur le Président, à un article que j'ai publié la semaine dernière. Effectivement, j'ai estimé les effets macroéconomiques du PLF avec un modèle que je vais présenter très rapidement juste après. Finalement, comme je suis auditionnée, comme c'est moi qui suis auditionnée, je vous présente mes calculs, mais ils sont très en ligne avec ceux de l'OFCE, que je rappellerai juste après. Mais j'étais plus à l'aise pour vous présenter mes résultats, même si ceux-ci sont vraiment très en ligne avec les prévisions de l'OFCE. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai traduit le PLF 2025, le texte initial, en impulsion budgétaire. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une baisse des dépenses publiques de 12 milliards, ce qui correspond à 0,4% du PIB, que vous voyez dans la colonne à droite. Et ensuite, on a des augmentations de prélèvements obligatoires à hauteur de 30 milliards. On a une augmentation de l'impôt sur les sociétés sur les grands groupes
qui doit rapporter 8,5 milliards, donc ça correspond à 0,3% du PIB d'augmentation d'impôts sur les sociétés. On a une réduction des exonérations sociales prévues initialement à hauteur de 4 milliards, ce qui correspond donc à une augmentation des cotisations sociales des employeurs à hauteur de 0,1% du PIB. Une augmentation d'impôt sur le revenu pour la tranche la plus haute à hauteur de 0,1% du PIB et une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Et j'ai mis dans le reste des économies des mesures qu'au moment où j'étais en train de calculer, on n'avait pas exactement. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu moins précis que ce qu'a fait l'OFCE quelques jours après. Le modèle sur lequel je m'appuie, c'est le modèle macroéconomique de l'économie française qui s'appelle le modèle Mésange et qui a été développé par le Trésor et l'INSEE. Qu'est-ce que nous apporte ce modèle ? Pour l'instant, en fait, ce qui nous apporte, c'est ce fameux effet multiplicateur dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit là, par exemple, en année 1 au niveau des dépenses publiques génériques? C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que si je coupe les dépenses d'1 €, alors je coupe le PIB de 0,78, donc de 78 centimes en année 1 selon ce modèle, et je vais même le couper encore plus en année 2. Je vais le couper, ça va réduire le PIB l'année, donc si ça c'est 2025, l'année 2 ce serait 2026, on aura une réduction du PIB encore plus importante en 2026. Donc vous avez les signes c'est simplement pour dire que comme on va couper la dépense, ça va baisser ici, et comme on va augmenter les impôts, ça va aussi baisser l'activité. Donc, vous avez des effets multiplicateurs qui sont tirés de ce modèle développé par le Trésor et l'INSEE. Et les éléments importants ici, c'est de dire que la baisse des revenus qui est, en fait, que ça soit par une coupe de dépenses ou une augmentation des prélèvements obligatoires, à chaque fois, vous avez une baisse du revenu des ménages et du carnet de commandes des entreprises qui sont affectés par une moindre consommation à la fois des ménages, ça c'est l'effet indirect, parce qu'il y a une baisse de revenus, et de l'État, parce qu'il y a une moindre commande publique, par exemple, de l'État. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que remarquez ici que l'effet augmente dans le temps, car la baisse de la demande, finalement, elle est progressive, donc c'est un élément important ici. Et dans cet exercice, moi, je me suis contentée de faire l'année 1 et l'année 2 parce qu'il m'a semblé qu'il y avait beaucoup d'incertitudes politiques et que c'était peut-être un peu compliqué de se projeter à 5 ans. Mais en réalité, le modèle de Mésange, lui, il suggère qu'il y a des effets, en tout cas, il fait l'hypothèse que les effets ils perdurent au moins pendant 5 ans, et en plus ils augmentent au fur et à mesure pendant 5 ans. Ils ne sont pas du tout en train de s'estomper. Au contraire, quand vous coupez, quand vous faites des économies pendant une année, vous allez avoir des effets sur l'activité pendant 5 ans. Madame Delatte, on va vous demander. Qu'est-ce que ça entraîne Madame Delatte. C'est ça qui nous intéresse le plus, c'est la prévision, les effets macroéconomiques de l'impulsion budgétaire du PLF 2025. Donc vous voyez, vous avez les effets en 2025 ici dans la colonne jaune, les effets en 2026 dans la colonne bleue. Ce qui nous intéresse, c'est les effets sur le PIB, et ensuite la variation. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est la variation du solde primaire, c'est-à-dire de combien on arrive à réduire en points de PIB le déficit. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le PIB en 2025, il augmente moins que prévu. Alors, moi, j'avais retenu une prévision de 1,2, mais le président a dit 1,1. Donc, si on se base sur une prévision 1,1% de croissance initialement prévue en 2025, en fait, comme il y a un effet sur le PIB de 0,6 points,
vous voyez que la croissance est divisée par 2. Donc on a toujours une croissance positive, mais elle est divisée par 2. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que les recettes augmentent moins que prévu. Étant donné, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on a un taux de prélèvement obligatoire de 57%, quand vous réduisez le PIB de 0,6 points de PIB, en fait, vous réduisez les recettes à hauteur de 0,3 points par rapport au scénario sans ajustement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au total, on fait bien 42 milliards d'économies, mais il y a 10 milliards de recettes qui s'évaporent du fait des effets récessifs et au total, on arrive à réduire le déficit primaire de 32 milliards. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la dette publique, elle passe de 113 à quasiment 115% du PIB. De nouveau, on a réussi à réduire le déficit, mais on a quand même toujours un déficit. Donc la dette, elle augmente toujours, et le PIB, il augmente moins que ce qui était prévu. Donc dans un premier temps, vraiment, la dette, elle va augmenter. Et alors, ce qui est intéressant ici, le dernier élément, c'est que en 2026, vous voyez, là, j'ai fait les effets cumulatifs. Donc par rapport à 2024, qu'est-ce qui se passe? En fait, en 2026, l'effet sur le PIB, il est de moins 1,5. Et donc, au total, les effets s'accumulant, on a une variation du solde primaire qui n'est pas très loin de zéro en réalité, parce qu'on a beaucoup ralenti l'activité et donc on a beaucoup ralenti les recettes. Ce qui fait qu'on a un effet sur le solde primaire qui est quasiment à zéro. Là, je n'ai pas, pour le coup, ici, je n'ai pas fait d'hypothèse sur le PLF 2026, mais on pourrait le faire puisque la stratégie pluriannuelle du gouvernement, elle est déjà établie. Donc, on pourrait le faire si on fait 0,5 points d'effort structurel. En réalité, en fait, en gros, on va réussir à baisser de 0,67 le solde primaire. Mais vous voyez qu'en fait, chaque année, à chaque fois qu'on va réduire les dépenses et qu'on va faire des économies, on va accentuer les effets récessifs. Donc, vous la voyez à elle, s'il vous plaît? Vous l'appelez? Allô? Allô? Pourquoi c'est coupé? Pourquoi je ne l'ai pas en ligne? Allez-y, passez, je vais la rappeler. Allô? Bien, nous poursuivons avec alors je ne sais pas dans quel ordre on m'a prévu. Alors, Monsieur Olivier Redoulès, si vous voulez bien maintenant faire votre présentation, peut-être en tenant compte de la première également, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci de nous accueillir pour cette présentation. Je vais adapter un petit peu la mienne pour tenir compte du délai qu'on a pris. Et donc je vais sauter quelques slides par rapport à ce que j'avais prévu. Je voudrais juste réagir à la présentation d'Anne-Laure. Effectivement, le modèle de mésange, c'est un modèle extrêmement perfectionné et très intéressant pour bien comprendre les mécanismes, les effets à court et à moyen terme des différentes mesures fiscales. J'y reviendrai plus tard, mais il y a au moins deux limites. Le premier, c'est que ce sont des mesures un peu indifférenciées. On a vu que le gouvernement, quoi qu'on pense sur chaque mesure prise individuellement, a essayé de prendre des mesures, je pourrais développer, qui limitent aussi
autant que possible l'impact sur la conjoncture, même si ce n'est pas vrai pour tout. Le deuxième point, c'est que Hannelore, dans sa simulation, je pense, en tout cas peut-être je l'ai raté, ne voit pas aussi l'effet positif à attendre sur les taux d'intérêt. Et le même modèle Mésange donne des estimations assez fortes de l'impact que pourrait avoir, par exemple, une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt, qui finalement, au fond, viendrait minorer assez fortement ce débat sur les effets de court terme. Parce qu'en fait, si vous perdez un petit peu de croissance à court terme, mais si vous perdez 3 points de PIB à moyen terme, parce que c'est ça l'effet d'un modèle Mésange, d'une hausse de 100 points de base des taux d'intérêt, la question se pose forcément autrement, à la fois, bien sûr, sur l'activité économique, sur les recettes publiques à moyen terme qui font finalement la vraie capacité de remboursement de la France et plus généralement sur le bien-être de la population, parce que 3 points de PIB en moins, c'est pas quelque chose de petit. Donc, voilà, c'était juste pour avoir une première action. Alors, je vais passer rapidement sur l'international pour dire que j'avais prévu pas mal de slides pour reposer le contexte, mais je vais les raccourcir, pour dire qu'on est dans une situation où l'Europe est toujours en situation un petit peu de croissance ralentie par rapport aux deux grandes autres zones qui sont la Chine et qui vient d'annoncer un programme de relance et les États-Unis. Et on est vraiment sur des trajectoires de croissance très différentes. On a derrière nous le choc inflationniste semble se réduire, mais peut-être pas aussi fortement qu'on le pensait, notamment aux États-Unis où les salaires continuent à être relativement dynamiques. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt risquent d'être élevés un peu longtemps. En fait, il y a eu des mouvements de yo-yo sur les anticipations des marchés de baisse d'intérêt. Et récemment, ces anticipations ont été un petit peu repoussées dans le temps. De l'autre côté, on a une forme de fragmentation du commerce mondial qui va peut-être au-delà du simple contre-coup du boom post-crise qu'on observe habituellement. On voit bien, on a une divergence entre la trajectoire de PIB mondial et celle de la croissance du commerce mondial. Et puis un dernier point, c'est que l'Europe, malgré tout, alors il y a la France de l'Europe en termes de déficit et il y a l'Europe dans le monde. Et on fait face à des pays, en face des zones, en fait, des États-Unis comme la Chine, qui ont des gros déficits, mais donc qui du coup vont solliciter une épargne mondiale qui elle-même est peut-être moins excédentaire qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Et c'est là aussi qu'on est passé dans un monde où on est sorti structurellement de ce monde des taux d'intérêt réels négatifs. Là, on a des taux d'intérêt réels qui sont clairement positifs et qui amènent à se poser d'ailleurs un peu différemment la problématique de la consolidation budgétaire. Quand vous avez des taux d'intérêt réels négatifs, ça ne sert à rien de consolider, en tout cas à court moyen terme, parce qu'en fait, votre taux de ratio de dette publique, il baisse un petit peu automatiquement. Là, ce n'est plus tout à fait le cas et on ne voit pas trop quand on sortira des taux réels positifs, pour un certain nombre de raisons que j'ai expliquées. Si j'en viens sur la France, elle se situe à la fois sur la trajectoire depuis 2019 et même dans la période récente, exactement la moyenne de la zone euro, avec deux situations extrêmes. Il y a l'Allemagne qui stagne, en fait. Le PIB allemand est exactement au niveau de fin 2019, donc c'est une demi-décennie perdue pour l'Allemagne. Et on a d'autres pays qui, par contre, ont été plus dynamiques. La plupart de nos voisins sont en fait un peu plus dynamiques que nous, si on prend nos grands voisins, et bien sûr si on accepte l'Allemagne. Nous, avant la présentation du budget, on anticipe une croissance de 0,7 points de PIB en 2025, avec une petite baisse de l'emploi due à un redressement de la productivité, un ralentissement assez marqué, une poursuite de la baisse de l'inflation et une légère reprise de la consommation des ménages et un investissement productif qui continue à baisser. Alors ça, c'est un point assez important et aussi à avoir en tête dans le cadre à la fois de notre déficit public, mais aussi des modalités de sa réduction, c'est que de manière assez étonnante sur la période récente, la demande interne française a été essentiellement soutenue par la dépense publique, consommation et investissement public.
La consommation est quasiment flat. L'investissement des entreprises comme celui des ménages sont en baisse. L'investissement des ménages ayant commencé à baisser plus tôt, mais celui des entreprises s'est replié depuis mi-2023. D'ailleurs, c'est intéressant si on regarde l'investissement des entreprises sur la période, à peu près sur la décennie écoulée, on suivait à peu près la même tendance que les États-Unis, contrairement à l'Allemagne, qui a eu, en fait, qui ne s'est pas relevé de la crise, ou en fait, il avait commencé à baisser juste avant la crise. Et là, depuis mi-2023, on s'écarte. Et quand on demande, dans notre enquête avec BPI France, aux PME, TPE, comment elles sont affectées par l'incertitude politique, on voit quand même une bonne moitié d'entre elles ont soit repoussé, soit même annulé des projets d'investissement ou d'embauche. C'est un sujet qui pèse, et ça, c'est juste l'incertitude politique, c'est quelque chose, c'est une enquête qu'on a fait début septembre. Voilà, ça, je vais passer un petit peu rapidement sur tout ça pour ne pas... voilà. Peut-être, si on revient sur ce que la macroéconomie, des enjeux de la macroéconomie pour les finances publiques, notre diagnostic, et je crois d'ailleurs c'est maintenant celui du gouvernement, c'est qu'on est assez proche de notre potentiel au sens, comment dire, potentiel avant consolidation budgétaire. Et j'y reviendrai plus tard, c'est-à-dire c'est un potentiel de croissance qu'on atteint avec 6 points de déficit. Mais cela étant, on est assez proche de ce potentiel. On a un petit modèle qui singe ou qui mime le modèle utilisé par la Commission européenne pour calculer son potentiel, son écart de production. On est quasiment à zéro, légèrement négatif, mais quasiment à zéro. Et si on regarde notre trajectoire de PIB effectif en volume, on est exactement sur la tendance qui est autour de 1,1%. Le 1,1%, en fait, c'est notre évaluation de la croissance potentielle, et c'est un peu en dessous encore de l'évaluation révisée à la baisse du gouvernement, qui l'a révisée à 1,25%, et on est plutôt autour de 1,1%. Et peut-être sur le programme d'ajustement lui-même, Nous, notre lecture, c'est que, et peut-être pour commencer, c'est que tout ça doit être vu comme un écart à la tendance, c'est-à-dire le 60 milliards. Alors, ce sont des choses que vous avez vues par ailleurs, peut-être, dont je ne vais pas trop m'attarder, mais on a quand même 40 milliards de baisse, si on prend juste les chiffres du gouvernement, par rapport à une tendance de dépenses qui était très dynamique. Et donc, après baisse, on reste sur une croissance de la dépense en volume. Et on a aussi une hausse des prélèvements par rapport à une tendance qui était elle-même dynamique. Et par ailleurs, comme vous le savez, le 40-20, le 40 inclut des baisses d'allègement, donc ça veut dire des hausses d'impôts, enfin des hausses de cotisations. Quand on regarde, nous, le calcul qu'on fait, nous, de l'effort structurel, c'est-à-dire si on ne se dit pas que voilà, on va avoir une tendance de la dépense plus rapide que le PIB, mais simplement que la norme, ce soit juste une stabilisation des principales données, on arrive plutôt à un effort structurel autour de 45 milliards, dont 27 milliards en recettes et 18 milliards en dépenses. Donc on retrouve, donc le HFP fait un calcul un peu différent, mais on retrouve une majorité, 60-70% de recettes. Nous, notre analyse, c'est que finalement, sur les dépenses, on ne sait pas grand-chose. On a 12 milliards qui sont à peu près sûrs, quoique, quand on regarde l'avis du HFP, on se rend compte que même sur les dépenses de l'État, même malgré une annulation de crédit, on a des crédits reportés qui permettent quand même de faire progresser la dépense et d'avoir des surprises de ce côté-là. Ce qui concerne les collectivités territoriales, l'État n'a pas vraiment la main dessus, donc il peut certes freiner les ressources. C'est pas certain que ça se traduise effectivement par des baisses de dépenses. Et puis, il y a une 11 milliards à peu près qui, de toute façon, ne sont pas vraiment précisés, ou en tout cas, l'information nous a pas touché. Sur les prélèvements, nous, un vrai sujet, c'est qui concerne pour 70%, si on prend le montant total, mais dans le montant total de hausse de prélèvement, il y avait des mesures qui étaient déjà plus ou moins déjà programmées. Après, tout ce qui concerne notamment la fin du bouclier tarifaire. Donc c'est plutôt même 85% sur les vraies nouvelles mesures qui vont porter sur les entreprises. Donc c'est un sujet quand même, en fait, c'est un sujet à la fois dans l'équilibre qu'on peut avoir sur la croissance à court terme et sur la croissance
à moyen terme. Parce qu'au fond, si on essaie de se projeter sur quel va être l'effet effectivement un peu rétroactif de la consolidation budgétaire, quelles que soient d'ailleurs les mesures qui vont être mises en place sur le PIB, qui au fond, à moyen terme, ce qui va compter. Après, je pense que Natacha va aller un peu plus loin sur des choses plus structurelles. On peut avoir deux scénarios en tête. Parce qu'en fait, un premier scénario, c'est de se dire, on est au potentiel de croissance avec 6 points de déficit. Donc, du coup, si on a vraiment besoin de ces 6 points de déficit pour être au potentiel de croissance, ça veut dire que notre potentiel de croissance soutenable, il est moindre. Il est sans doute plus faible. Et donc, au fond, on se retrouve à devoir s'ajuster sur une trajectoire de PIB plus basse, mais ce n'est pas du conjoncturel, c'est du structurel. Et c'est en fait, c'est un peu l'équivalent, nous, avec les finances publiques, que ce que certains pays ont vécu avec des bulles immobilières, où l'économie a été dopée par du crédit. Nous, dans le cas échéant, c'est l'État qui s'endette pour le reste de l'économie, mais il va y avoir un moment donné où il va falloir s'ajuster. On peut avoir aussi un scénario plus optimiste où on se dit que ces 6 points de déficit, en fait, freinent l'économie parce qu'il y a des effets d'éviction, parce qu'il y a des inefficacités, et qu'au contraire, après la consolidation budgétaire, notamment si on met en place des réformes structurelles, on pourra avoir même une trajectoire de PIB supérieure. Moi, je suis agnostique sur les deux trajectoires et ça va dépendre beaucoup aussi des mesures qui sont choisies. Et ça nous ramène sur quand même la composition du plan, c'est-à-dire on a 10 milliards de mesures qui vont pénaliser la compétitivité. J'ai mis un peu avec mauvais esprit le maintien de la CVAE. C'est par rapport à un tendanciel où elle devait diminuer. On peut penser que on pourrait penser que le tendanciel c'est la seule stabilité. Mais par contre, la surtaxe d'IS qui va, en fait, on va juste prélever sur la capitalisation boursière des entreprises. Et la hausse du coût du travail, ce sont des choses qui on touche la rémunération des facteurs de production et on envoie un problème aussi de signal. C'est-à-dire, quand un investisseur il va se dire, au fond, tous les 10 ans en France, on va me ponctionner. Donc, du coup, quand je vais calculer ma rentabilité, je vais mettre un petit signe de dire, certes, si tout va bien, je fais tant de rentabilité, mais quand même, il faut prévoir que tous les 10 ans, j'aurai une ponction. Voilà. Ensuite, les baisses Ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui ont assez peu d'effet sur la croissance à moyen terme. Tout ce qui a trait au transfert ou autre, ça peut avoir des effets à court terme, on y reviendra, mais pas forcément à moyen terme. Et donc, je pense, on a quelques mesures qui sont coûteuses. Alors, sur la croissance pour 2025, et ce sera mon dernier slide, je pense qu'il faut quand même revenir sur... C'était très bien qu'Anne-Laure introduise le débat sur la question des multiplicateurs. Il y a beaucoup d'incertitudes. On l'a vu au moins déjà quand le débat des multiplicateurs budgétaires avait été lancé notamment par Olivier Blanchard en 2013. En fait, au sein des économistes, il animait beaucoup. La situation est très différente de celle de 2013. On était ce qu'on appelle le trap à liquidité avec des taux d'intérêt bloqués à zéro, un mouvement de désendettement global. C'est pas ça qu'on observe aujourd'hui. On a une position dans le cycle et un niveau de taux d'intérêt à la fois réel qui reste à élever, mais nominaux qui devraient baisser, qui plaident pour des multiplicateurs relativement faibles, en fait, plus faibles que ce qu'on pense. La nature des mesures atténue fortement les effets multiplicateurs, parce que ce qui pèse à moyen terme via les entreprises, on ne voit pas forcément un effet récessif immédiat à court terme. Sur le coût du travail, sans doute. Sur les autres mesures, c'est moins immédiat. Par contre, on a un vrai sujet quand même de quels sont les effets à moyen terme. Et donc le fait qu'on a de l'incertitude sur la fiscalité future, voire même sur la capacité productive future, qui peut lui devenir un problème. Et donc voilà, on a les mesures les plus dommageables à court terme, la hausse de cotisation. Elle va effectivement toucher certains secteurs près du SMIC, fortement intensifs en main-d'œuvre, et qui n'auront pas tous la possibilité de répercuter les coûts sur les prix, notamment si leurs clients sont publics. Donc ça, c'est un sujet. Un deuxième point, c'est que la baisse de certaines dépenses sociales, effectivement, ou même des hausses d'impôts, va pouvoir, à la marge, peut-être pas l'essentiel, mais dans certains cas, toucher les ménages qui sont financièrement contraints. La baisse des dépenses des administrations, oui, ça va peser sur le PIB, mais c'est un peu comptable, comme vous le savez. Les administrations, ça pèse pour le PIB au poids de l'emploi public, donc c'est un peu mécanique et c'est quelque chose qui est un peu artificiel. Et puis ensuite, bien sûr, il y a les mesures qu'on ne connaît pas encore, et là, il peut y avoir, qui peut être plus importante. Bon, mon sentiment, c'est que, et j'en conclurai là, c'est que
à court terme, en fait, le sujet est moins le sujet du court terme, même si forcément il y a des enjeux de personnes et d'entreprises importants, que les enjeux de moyen terme. Et que par ailleurs, il va falloir sans doute faudra essayer de disposer de marge de manœuvre. Effectivement, il y a le risque que ce ne soit pas suffisant l'effort pour soutenir pour arriver à la trajectoire. Et peut-être, pour conclure, vraiment, certes, on peut se dire que ce n'est pas la bonne méthode de faire tout l'ajustement en début de période. Et c'est vrai que dans un monde idéal, on fait des réformes, on a de la croissance, on ajuste les finances publiques quand ça va bien, et comme ça, quand les choses vont mal, on a une marge de manœuvre. Sauf qu'on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça depuis longtemps, on n'a même pas fait ça à très court terme, puisqu'en fait, ces derniers mois, une partie de la surprise sur le déficit, en fait, c'est une surprise qui était connue. C'est juste que dans les documents du gouvernement, il y avait 1,5 point de mesures à déterminer. Bon, 1,5 point de PIB sur 2 ans de mesures à déterminer. Voilà, on se rend compte que là, il y a un sujet. Donc, mais on peut quand même avoir intérêt à accélérer les choses parce que autant on repousse, tant qu'on repousse l'endettement, la dette s'accumule. Si vous faites l'ajustement immédiat, vous stoppez, alors on ne va pas le faire, ce ne sera pas suffisant, mais vous ralentissez assez fortement la dette. Plus vous retardez l'ajustement, plus vous accumulez la dette, et la dette est peut-être un indicateur qui est plus regardé même que le déficit par les marchés financiers. Voilà, pardon pour avoir été sans doute trop long. Vous avez été parfait, Monsieur Redoulès. C'est toujours compliqué, mais c'est malheureusement toujours l'exercice. C'est que par rapport à des sujets aussi larges, on a envie d'être large. C'est logique. Et donc, merci de l'avoir résumé, tout en nous laissant un document qui traite l'ensemble de vos sujets. Nous poursuivons tout de suite avec Natacha Valla. Merci, Monsieur le Président. Toujours pour 10 minutes. Merci. Entendu. J'attendais la précision je serai le plus concise possible, mais donc merci de m'avoir invité à cette table ronde et sur cette séance qui est vraiment d'actualité, mais d'actualité dans une actualité qui s'inscrit dans une problématique de très très long terme pour notre pays. Donc je vais peut-être mettre Anne-Laure à côté de moi. Anne-Laure, tu m'entends? Oui, enfin, on ne peut pas le savoir. Il n'y a plus besoin. D'accord, pardon. Peut-être pour rebondir du téléphone. Donc je t'entends très bien. Et magnifique. Très bien. Je me permettais, Monsieur le Président. Allez-y. Bien, donc peut-être quelques propos liminaires pour faire un lien avec ce qu'Olivier vient de dire, et puis le lien aussi avec ce que je souhaitais apporter de plus structurel à la discussion. Et qui est lié aux travaux que nous conduisons au Conseil national de la productivité. Nous nous réunissons en plénière cet après-midi. C'est la raison pour laquelle je ne vous projette pas les graphiques principaux, mais je vous les transmettrai bien volontiers une fois que j'aurai eu l'aval de mes membres. Peut-être 4 points initiaux avant ces questions de productivité et de compétitivité et l'impact en particulier de la fiscalité sur l'une et l'autre. Premier point, des effets très forts de conditions initiales qui conditionnent le débat budgétaire aujourd'hui dans notre pays. Le premier, il a été soulevé par Anne-Laure et Olivier, le volume de dette, le ratio de dette sur PIB et la persistance d'un déficit primaire qui prend une proportion, cette année en particulier, inattendue et préoccupante. Un contexte global, Olivier l'a effleuré, mais le FMI vient de sortir, ce sera commenté cet après-midi en séance publique, son fiscal monitor de l'automne. Et le contexte posé, c'est 100 trilliards de dette mondiale, 93% du PIB mondial en dette publique. C'est sans précédent depuis qu'on est capable de collecter cette donnée. Et donc le résultat, effectivement, Olivier le soulignait, les grands endettés, ce sont les États-Unis, la Chine et aussi certains pays avancés, dont le nôtre. Les exercices de soutenabilité de la dette qui sont devenus très sophistiqués, qui incluent aussi des facteurs liés notamment au passif contingent, j'y reviendrai, sont explosifs quasiment partout. Donc la perspective générale sur l'endettement public est assez défavorable. On a également le concept, et je vous invite à lire cette publication, de dette à risque, qui nous donne justement
qui nous mettent en perspective le chiffre de dette qu'on est en train de commenter, tel qu'il est perçu et communiqué par les instituts de statistique, avec justement ces aléas liés aux facteurs qu'on a évoqués, qu'Anne-Laure évoquait aussi très bien tout à l'heure, les taux d'intérêt, la croissance, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, premier point, ces effets de conditions initiales qui sont particulièrement défavorables. Deuxième point, un facteur qui me semble être un facteur d'ordre premier, c'est la question de la trajectoire à moyen terme des dépenses. Ça, c'est très particulier à notre pays. Je me réfère à un rapport qui commence à dater, puisqu'il date de 2021, mais comme j'avais eu la chance de faire partie de la commission et que je trouve que beaucoup de choses qui ont été dites à ce moment-là sont encore d'actualité, le rapport Arthuis de la Commission pour l'avenir des finances publiques qui est en ligne, et je vous invite à regarder plus précisément les annexes dans lesquelles il y a presque plus d'informations que dans le rapport lui-même, et qui donnent des idées de soutenabilité de la dette et de recommandations en matière de maîtrise de la trajectoire des dépenses à moyen terme, recommandation qui est complètement d'actualité. La baisse du déficit structurel, ça a été dit, c'est une priorité aussi, bien sûr, pour cette soutenabilité de la dette. On a une question de gouvernance aussi, de mise en œuvre de ces plans, donc de gouvernance en matière de moyen terme. Là, je sais qu'en France, on est dans une situation compliquée et vous êtes sans doute très bien placé pour le savoir, notamment sur la maîtrise des finances publiques au niveau des collectivités locales et les effets de composition sur les dépenses publiques. Et puis enfin, facteur de premier ordre, c'est l'efficacité de cette dépense-là. Donc je comprends qu'on passe beaucoup de temps à ventiler les mesures nécessaires pour arriver à la consolidation qui l'est aussi, mais il serait essentiel de passer autant de temps à mettre en place des mesures qui permettent de mesurer, d'en mesurer l'impact, bien sûr, mais aussi l'efficacité de la dépense, dont Olivier rappelait qu'elle continue à croître malgré les ajustements qui sont prévus. Troisième point, l'arbitrage nécessaire. Ça, c'était bien sûr mis en avant par Anne-Laure. Un arbitrage que le FMI met aussi en avant et qu'on comprend tous, entre d'une part la nécessité, la justification de la dette pour lisser les chocs macroéconomiques dans le temps. Alors là, c'est vrai qu'on a eu tellement de chocs de façon rapprochée que les choses sont assez... la situation a été difficile avec... Covid et crise énergétique, versus la capacité à déployer des moyens pour construire la croissance, et notamment la croissance potentielle de demain, qui elle-même est un facteur absolument central et de premier ordre lui aussi pour la soutenabilité de la dette et du ratio de dette sur PIB. Donc sur la question des multiplicateurs, c'est une question qui reste essentielle malgré l'incertitude soulignée par Olivier. Moi, j'aimerais mettre en avant des travaux qui sont peut-être moins visibles dans la presse, mais tout aussi importants, sur des multiplicateurs beaucoup plus granulaires, en particulier quand on ventile l'effet sur la croissance des différents postes de dépenses publiques, on se rend compte qu'il y a des différences très très fortes. Anne-Laure a mentionné des différences de multiplicateurs sur les recettes. Moi, si je vous invite à regarder ceux sur les dépenses, quand on regarde le multiplicateur sur l'investissement, il est très régulièrement considéré comme étant supérieur à 1. Alors vous allez me dire, il ne faut pas couper les investissements publics. Dans ce cas-là, pour des raisons de conjoncture de court terme, ça va nous casser la croissance. C'est une bonne raison, mais la meilleure raison, c'est que quand on fait un raisonnement sur la ventilation des dépenses, si on coupe dans les investissements, ça va compliquer la trajectoire de croissance et la croissance potentielle dont Olivier soulignait qu'elle n'était déjà pas dans un état formidable. Et j'en viens donc aux questions de productivité et de compétitivité. C'est important de les avoir en tête pour notre débat parce que les impacts des différentes mesures, en particulier des mesures fiscales, seront aussi sentis pour la compétitivité de notre pays et pour sa performance de productivité. Alors, ce qui sortira sans doute de notre rapport, c'est les choses suivantes. En matière de productivité, tout d'abord, notre pays n'est pas dans la meilleure forme, puisque aujourd'hui, tout comme l'Allemagne et l'Espagne, vous allez me dire, mais à l'inverse de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis, la productivité du travail par tête et par heure travaillée est encore en deçà de ce qu'on avait pré-Covid.
Donc un résultat de faiblesse persistante qui est très cohérent avec l'observation de la croissance et les estimations de croissance potentielle. Quand on fait cette décomposition, quand on décompose cette performance, cette contre-performance de productivité par secteur, on se rend compte que certains secteurs, encore une fois là pour l'exercice très très granulaire sur la fiscalité, c'est peut-être important de le prendre en compte. On se rend compte que les secteurs de la construction, du commerce, nombreuses branches industrielles ont eu une contribution fortement négative à cette performance amoindrie de croissance de la productivité. Donc ça à garder en tête. À l'inverse, les secteurs de l'information, communication et de l'agriculture étaient plutôt dans une contribution positive. Je vous parle des contributions telles qu'on les observe. Si on regarde, et ça l'exercice a été fait par la Banque de France, par l'OCDE, par de nombreux acteurs, donc je ne reviens pas dessus, on l'a fait nous aussi, mais la ventilation des facteurs conjoncturels autour de cette faiblesse de la croissance de la productivité, on trouve un résultat qui confirme à peu près ce qui est déjà connu, c'est-à-dire que la proportion prise par l'apprentissage, alors ne me méprenez pas, c'est pas du tout une critique de l'apprentissage, mais l'apprentissage a eu un impact à court terme d'affaiblissement de la croissance de la productivité, et puis des effets de composition liés à la gestion de la crise et liés aussi au fait qu'on ait des mesures qui ont été portées pour la crise, je pense, Covid, mais aussi énergétique, bouclier, etc., qui ont contribué à garder un statu quo lui-même qui, au niveau de l'emploi et au niveau des effets de composition, n'était pas favorable à la performance de productivité. Donc ça, si on veut traduire ça en qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'intervention de l'État et la fin des mesures temporaires, c'est bien qu'elles arrivent au bout parce que ça devrait générer une dynamique, libérer un peu des équilibres un peu plus spontanés dans l'économie. Je terminerai, puisque je dois avoir encore 2 ou 3 minutes, je pense, sur la compétitivité. En matière de compétitivité, on a été un petit peu surpris. L'environnement mondial a fortement changé. La Chine a perdu des parts de marché dans le commerce mondial. La part de marché de la France s'est améliorée. Alors, si vous regardez le graphique, on a un éléphant, puis voilà, c'est une inflexion assez peu visible, mais quand même, tous les chiffres le confirment. Nous gagnons des parts de marché. Le solde de nos comptes courants est toujours négatif. C'est quelque chose de suffisamment ancré pour que ça soit pas inversable comme ça du jour au lendemain. J'ai pas mentionné l'Allemagne, bien sûr, Olivier l'a mentionné, mais c'est un facteur important pour la compétitivité relative et pour la performance commerciale, même si on se confine à cette partie de la balance des paiements. Et on est devenu plus compétitif au sens de la compétitivité prix. C'est-à-dire qu'on coûte relativement moins cher. Encore une fois, tout est à prendre avec des pincettes, mais on a un coût du travail qui est moins élevé qu'avant en termes relatifs par rapport à nos partenaires commerciaux. En contrepartie de quoi notre compétitivité hors prix ne s'est pas améliorée. Je ne voudrais pas dire qu'elle se dégrade, mais elle ne s'est pas améliorée. Donc dans l'ensemble, ça montre que la performance de la France sur les marchés mondiaux en matière commerciale, mais aussi, je ne l'ai pas encore évoqué, en matière d'attractivité des capitaux et des investissements étrangers, est un des facteurs plutôt favorables aujourd'hui. Et on n'en a pas beaucoup. Donc je pense que dans nos réflexions budgétaires, en particulier fiscales, il faut prendre en compte le fait que, voilà, on a ce positionnement, on a des voisins qui vont sans doute moins bien qu'avant, on a les moyens de capitaliser sur des mesures qui ont été certes favorables aux entreprises, mais aussi de ce fait favorables à la croissance. Et encore une fois, je dis ça de façon très agnostique. C'est important de prendre ça en compte parce que justement, cette croissance, on en a besoin, non seulement pour la stabilisation de la dette, mais aussi pour l'équilibre des comptes publics. J'en ai terminé sur la compétitivité. J'aurais un mot à dire peut-être sur la Banque centrale, sur les marchés de la dette et sur le policy mix. Si vous m'autorisez une dernière minute là-dessus, je pense qu'il faut qu'on ait conscience aussi que pour la première année pleine, la BCE n'est plus là sur les marchés pour venir acheter notre dette publique. Les taux d'intérêt, comme le disait Olivier, sont certes en train de baisser. Donc on a un desserrement monétaire
qui peut compenser un resserrement budgétaire. Mais attention aux facteurs spécifiques à notre pays, en particulier les primes de risque, dont on sait qu'elles ont commencé à s'élever, qu'elles sont plus élevées que par le passé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc merci pour vos 3 exposés qui se complétaient, bien entendu, entre les questions qui nous animent aujourd'hui, qui sont les questions finalement de réponse dans le cadre du projet de loi de finances, sur lequel nous avons à répondre de manière immédiate, et à la fois avoir des visions d'intégration de sujets plus larges, plus complexes d'ailleurs, sur lesquels la manière comment dire, d'en tirer des conclusions en termes de décisions politiques et immédiates sont un peu plus difficiles à tirer, bien entendu. Donc, monsieur le rapporteur général, tout d'abord pour quelques questions avant que les collègues puissent s'inscrire. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos 3 intervenants. J'ai envie de dire, je prends le relais du propos que vient de tenir le Président. J'ai envie de dire, on vient chercher des éclairages, essayer de comprendre, et j'ai déjà bien entendu, en tous les cas, 2 des 3 économistes nous ont dit qu'ils étaient agnostiques. Alors, c'est bien, mais en même temps, sur le sujet, ça me préoccupe un peu, d'autant qu'on voit que, en fait, il y a beaucoup de réglages à faire. Si j'entends, par exemple, ce que vous disiez à l'instant, Madame, sur la compétitivité, vous nous dites qu'on a plutôt retrouvé de la compétitivité, mais on manque, notre productivité ne s'est pas rétablie. Et au final, quand même, parce que le lien, c'est nos comptes publics se sont dégradés très sensiblement, notamment, je dirais, avec un tendanciel en 2024 qui est quand même préoccupant. Et il est notamment préoccupant sur le sujet de la dette. Si j'en crois le ministre de l'économie qui était à ma place il y a 15 jours, il nous explique que finalement l'économie française a bien résisté. Si je le suis, je lui ai dit point de suspension, mais à quel prix et à quel coût, puisque derrière tout ça, il y a la question du coût pour la France et pour les Français. Et ce qui me fait dire, lorsque tout à l'heure Madame Delatte expliquait qu'il y avait un risque en freinant la dépense publique, à freiner la croissance. Excusez-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de dire, on aurait dû avoir une croissance exponentielle quand on a, je dirais, fortement actionné, comme c'était le cas dans les années récentes, la dépense publique. Donc, voilà, moi, je suis un peu comme vous, mais enfin, je reste interrogatif, puisque notre objectif, c'est de trouver les solutions pour redresser la situation, que le pays retrouve confiance en lui. Ça, je pense que c'est la moitié du chemin. Et donc, on est, je crois, sur une ligne de crête. Ce qui ne m'empêche pas de venir vous poser quelques questions très courtes, notamment sur le sujet, s'il y a un impact sur la consommation, est-ce qu'il y aura, de votre point de vue, un impact sur le taux d'épargne des ménages? Est-ce qu'il risque ou est-ce qu'il pourrait se maintenir à un niveau élevé ou au contraire refluer? C'est un sujet. Le deuxième sujet qui concerne le commerce extérieur, puisque vous l'avez évoqué, normalement, quand on retrouve de la compétitivité, et c'est en tous les cas le cas, on a un redressement. Est-ce que le redressement, il est lié à des facteurs un peu exogènes, notamment une tendance à la baisse de l'euro ou au contraire un renforcement de la compétitivité de l'appareil productif français? Une petite question quand même sur le dérapage du déficit public. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui en explique l'accélération en aussi peu de temps? Alors, si c'est juste, comment dirais-je, un différé d'annonce de quelques semaines, mais si ça n'est pas ça, quelle est votre analyse? Et puis peut-être enfin, sur le sujet de la dette publique, quel regard
portez-vous sur la faculté ou la possibilité d'introduire une part de financement hors marché de la dette publique sous une forme ou sous une autre, mais dont vous comprendrez bien que ça pourrait aussi, en tout cas c'est une interrogation par rapport au message que vous avez, vous également, alors pour le coup à peu près tous les trois, porté je dirais d'un impact fiscal assez fort dans les éléments que vous nous avez présentés au regard de l'effort qui est proposé par le gouvernement. Merci, monsieur le rapporteur général. Nous allons prendre les questions. Alors, comme d'habitude, pas plus de 2 minutes, plutôt des questions que des commentaires. Blatrix Contat, Florence. Merci, Monsieur le Président, et merci aux intervenants pour leurs interventions très complémentaires. Donc, on voit bien qu'on a le sujet du montant de l'ajustement qui doit être fait, mais il est cadré au niveau européen. On a le sujet du rythme et on a la question de qui porte l'effort. Et sur qui porte l'effort, Monsieur Redoulès, Madame Vallat, vous avez pointé les questions de compétitivité. Monsieur Redoulès, vous avez indiqué que les entreprises portaient une large part de l'effort. Mais comment expliquez-vous finalement que ces dernières années qui ont conduit à des allègements de charges pour les entreprises, à des aides assez substantielles, notamment via une augmentation des aides aux entreprises via le crédit impôt recherche, comment expliquez-vous que finalement, au-delà de la question de l'apprentissage, la productivité n'ait pas été au rendez-vous? Et finalement, est-ce que si on annule cette politique de l'offre, on aura vraiment un effet sur la compétitivité? Ensuite, sur la question du rythme, Madame Delatte l'a évoqué, la question c'est est-ce qu'on doit faire un effort important la première année et quels effets, Madame Delatte a démontré qu'il aurait un effet de 0,6 points en 2025 et en cumulé 1,5 en 2026. Pouvez-vous nous dire au-delà si les effets se poursuivront, si les effets récessifs se poursuivront et finalement, quel est votre avis, vous, sur le rythme d'ajustement? Est-ce qu'on doit se caler sur le calendrier européen ou plutôt maintenir ce rythme prévu par le gouvernement? Je vous remercie. Merci Florence. Vincent Capo-Canella, puis Thierry Kozik. Merci Président. Merci d'abord à nos intervenants. 3 questions. Première sur, toute bête si j'ose dire, sur le montant réel de l'ajustement. Si j'ai bien suivi, Madame Delatte est plutôt sur 42 milliards avec 30 en recettes et 12 en dépenses. Et Monsieur Redoulès, je crois que vous êtes plutôt sur 45 milliards avec 27 sur les prélèvements et 18 en réduction de dépenses. Bon, qu'est-ce qui explique ces écarts et est-ce qu'on peut nous éclairer? Bon. Deuxième point, la question qu'on se pose tous, c'est évidemment celle de l'effet. C'est ce qu'a posé très justement Madame Delatte au début. Bon, on se demande beaucoup quand même si la question c'est pas la première marche, quoi, la première année. Est-ce qu'il faut que l'encoche soit aussi forte? En clair, est-ce que le réglage entre ajustement budgétaire et maintien de la croissance est bien le bon? Bon. Alors, on peut toujours soutenir qu'il faut prendre l'élan dès la première année quand on veut faire un ajustement, parce que sinon, après, on reporte toujours et il n'y arrive jamais. Bon. Mais on peut aussi se dire que l'effet récessif est trop fort et que ça va condamner la suite du processus. Bon. Alors, est-ce que le sujet, c'est pas sans doute peut-être de dire qu'il faudrait peut-être faire un peu moins la première année, mais un peu plus en réduction de dépenses, si tant est qu'on sache le faire? Bon. Question. Puis, troisième point, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la nature d'un certain nombre de secteurs qui sont fiscalisés et de types de dépenses qui sont rabotés un risque particulier? On pense toujours qu'on évite les effets récessifs. Bon, je prends un secteur, pardon, je suis rapporteur, donc mes collègues ont l'habitude que j'en parle, mais transport aérien, il y a un effet direct sur le tourisme. Bon. Sur la connectivité, on se demande si finalement on ne va pas, à force d'alourdir de taxes, avoir un effet négatif sur le tourisme, sur l'impact, sur la consommation, etc. Bon. Pareil pour les collectivités locales. C'est vrai qu'on se pose tous la question en disant est-ce qu'on ne va pas affaiblir l'investissement, donc l'emploi, etc. Bon. Voilà. Est-ce que de ce point de vue-là, vous le modélisez suffisamment aussi ou pas?
Merci Vincent. Thierry Cozic, puis Grégory Blanc. Merci, Monsieur le Président. Moi, ça va être très rapide parce que les deux interlocuteurs précédents ont déjà évoqué le sujet. Moi, c'était une question pour Anne-Laure Delattre. Si aujourd'hui on devait neutraliser l'impact économique sur les mesures telles qu'elles sont annoncées, et notamment sur les coûts budgétaires, quel serait en fait où devrait-on porter l'effort? Est-ce que c'est plutôt sur la partie recettes ou sur la partie dépenses publiques du budget? Merci. Grégory Blanc, puis Jean-Baptiste Olivier. Oui, dans la continuité, une question concernant vos chiffrages par rapport au ciblage des mesures et donc à leur efficience. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est la surtaxe d'IS pour les plus grandes sociétés. Et je veux prendre juste l'exemple, par exemple, de Total, qui annonce un rachat massif d'actions sur 2024 et sur 2025 parce qu'ils ont des liquidités. En quoi surtaxer des entreprises de cette envergure avec des liquidités a un impact récessif sur l'économie? Est-ce que vous pouvez, l'économie de la France, j'entends, est-ce que vous pouvez me préciser? Deuxième exemple, moi j'ai des souvenirs dans mes vieux cours d'économie que globalement, plus on avait des revenus faibles, plus on avait une propension à consommer, plus on avait des revenus élevés, plus on avait une propension à épargner. Or, la Banque de France souligne, l'Europe également, que l'épargne des Européens et notamment des Français part aux États-Unis. Je voulais avoir votre regard sur, à un moment donné, où on fait porter l'effort et où où est-il le plus efficient? Merci Grégory. Jean-Baptiste Olivier, puis Thomas Dossus. Pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, moi, je me méfie toujours des analyses keynésiennes, même si elles ont du vrai. Et on peut se douter effectivement que si on diminue la dépense, ça aura une conséquence sur l'économie. Maintenant, un euro de dépense n'est pas identique où qu'on le mette. Et moi, j'ai une question sur le multiplicateur d'investissement, puisque vous avez dit que un euro d'investissement produisait plus qu'un euro de PIB, mais vous parlez de l'investissement privé ou de l'investissement public ou des deux. Est-ce que, en gros, l'investissement public produit autant que l'investissement privé? Merci Jean-Baptiste. Thomas Dossus. Oui, merci. Je vais un peu prolonger la question, puisque j'ai l'impression que ça n'a pas été beaucoup évoqué, mais sur et comme on est au Sénat, je pense que c'est important, sur l'impact sur le coup de rabot qu'il va y avoir sur les collectivités, qui sont quand même des moteurs d'investissement importants, surtout à cette période-là du mandat, pour les mairies, par exemple, où on doit finir des travaux, accélérer parfois certains chantiers, et leur enlever cette capacité d'investissement. Alors, on dit 5 milliards, certains évoluent à 8 ou 9. Est-ce que ça aura un impact plus important que d'autres coûts budgétaires sur notre croissance à venir? Merci. Pour respecter nos délais. Ah, Victorin, ça serait bien, oui. Comme Victorin, c'est une habitude, c'est toujours en dernier. Oui, je parle toujours un peu en dernier. Mes professeurs m'apprenaient que l'économie ou la science économique est une science sinistre. Contrairement à ce que j'ai entendu, moi j'ai l'impression que les trois rapports ne sont pas en harmonie. J'ai entendu Rex Ecode qui dit à Madame Delattre que bon, il a mis un bémol, mais c'est très pessimiste. Le rapporteur qui a bien pointé quelque chose, on a beaucoup dépensé, on n'a pas vu les multiplicateurs, on n'a pas vu une croissance plus forte. Là, lorsqu'on engage une politique de récession, d'autres diraient austéritaire, on voit toutes les conséquences avec un coût social très élevé. Et donc, il y a deux visions là qui, à mon sens, n'est pas forcément congruente. D'ailleurs, j'aimerais savoir, et la question, c'est à Madame Delattre, c'est quel modèle économique ça qui pointe les effets récessifs qu'elle a exposés? Rex Ecode, je ne m'étonne pas à votre vision, je la connais. Et donc, bon.
Et la question que je pose, et vous l'avez évoqué, je pose aussi la question aux trois. Vous dites qu'il ne fallait pas faire aussi fort au début de la politique économique et de la politique budgétaire mise en place. Madame Delatte dit qu'il faut au moins 7 ans et que sur les 2 premières années qu'elle a exposées, il faudra, au-delà des 7 ans que l'Europe donne pour le redressement, ce sera très récessif et très largement peut-être au-delà des 7 ans. Quel était le bon rythme? Fallait-il donc, pour revoir la politique engagée par les gouvernements de M. Macron, commencer plus progressivement? J'ai pu comprendre ça auprès de Mme Delatte. Ou vous dites qu'il fallait lisser. Quelle est la bonne politique économique en termes de rythme, de cycle, pour avoir des effets moins coûteux, moins socialement difficiles pour tous? Merci Victorine de cette courte intervention. Alors, nous en revenons. Alors, donc c'est Madame Vallat qui va démarrer avec. Alors, vous avez le droit de prendre les questions que vous souhaitez. Je vous remercie. Peut-être sur la question de l'épargne, je les prends en sens inverse, hein, si vous ne voulez pas. L'épargne des Européens qui part aux États-Unis, c'est un profond sujet pour notre pays, c'est un profond sujet pour l'Europe. Et c'est vrai, malheureusement. Alors, moi, je ne présenterai pas ça comme les riches qui vont aller acheter des actions américaines, parce que ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nos assureurs, nos banques même, vont chercher du rendement dans des classes d'actifs qui ne sont pas tellement risquées et donc qui ne rapportent pas beaucoup, en l'occurrence l'obligation américaine. On le retrouve dans les chiffres de la balance des paiements très très clairement. Et dans l'autre sens, vous avez des Américains qui ont une capacité d'endettement très forte. Le dollar comme monnaie dominante, c'est le paradigme dans lequel on évolue encore aujourd'hui, bien que c'est un autre sujet, mais passionnant aussi. Utilise une partie de cet argent collecté pour consommer, mais aussi pour aller investir à l'étranger dans des classes d'actifs plus risquées et donc plus rentables. Et ce qu'on retrouve de façon comptable, on a fait des travaux avec la BCE là-dessus, c'est qu'il y a un dividende de risque sur ce différentiel de rendement entre l'épargne qui est absorbée par les États-Unis et qui est ensuite réinvestie dans le monde, qui rapporte aux États-Unis entre 2 et 3% par an. Donc ça, c'est aussi notre épargne. Le problème d'allocation de notre épargne, en réalité, il est assez central à ce débat. Je n'aurais pas spontanément lié les deux sujets, mais si on avait été capable, ou si on était capable dans un futur proche de mettre en place des systèmes, là il y a des rapports qui font ça très bien, hein, le rapport Draghi, le rapport l'État sur l'union des marchés de capitaux, on y revient, mais je suis heureuse qu'on ait évoqué la question. Sur la question du multiplicateur d'investissement, c'est une bonne question aussi, puisqu'il s'agit du multiplicateur d'investissement public agrégé. Donc je ne pense pas que si on isole l'effet multiplicateur du rond-point, on trouve ce même nombre. Mais il est important, pourquoi? Parce qu'il a un effet d'entraînement pour l'investissement privé. Voilà, tout simplement, dans des proportions qui restent raisonnable. On n'a pas encore d'effet d'éviction, mais un effet de catalyste, comme disent les banques multilatérales d'investissement. Et ça permet d'avoir cette dépense publique plus efficace de ce côté-là. Je ne militais pas pour préserver tous les investissements publics en l'état. Je militais plutôt pour revoir la ventilation des dépenses publiques, peut-être un peu plus en faveur de l'investissement pour des raisons de moyen terme, qui ne sont pas si éloignés que ça de notre point de discussion. Sur l'effet première marche et l'effet de pas aussi fort tout de suite, j'entends la nécessité de lisser dans le temps et j'entends l'effet récessif immédiat, ça il faut pas le nier. Il y a quand même un effet signal très fort, notamment dans notre pays où ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'efforts sur la gestion saine des finances publiques. Et donc, il ne faudrait pas brouiller trop cet effet signal positif par un ralentissement. Mais effectivement, ça fait partie de l'arbitrage et il faut... là, on a, alors, les a présenté des estimations, mais ces estimations varient en fonction des circonstances. Donc, c'est un petit peu presque plus de l'art que de la science. Et dernière question, peut-être que je prendrai, deux dernières questions. Le commerce extérieur et l'effort par qui? Pourquoi le commerce extérieur, aujourd'hui, notre performance est moins pire qu'auparavant?
ont beaucoup de facteurs exogènes, effectivement. Les Allemands vont moins bien, donc en termes relatifs, on va mieux. La Chine, pareil, il y a un effet de retrait et de recentrage, donc qui a un impact aussi. Mais c'est aussi grâce au fait qu'on ait eu, et je pense que le contrefactuel, on ne l'aura jamais, et si on n'avait pas eu des politiques favorables finalement à l'offre, alors il faut avoir du discernement aussi peut-être parmi les mesures, mais je pense qu'on n'aurait pas été en mesure de capter cette opportunité donnée par les circonstances extérieures. Sachant modulo quand même que sur la question du coût du travail, en tout cas au CNP, on va creuser ça un peu plus avant de faire des gros effets d'annonce sur ce fait-là. Et puis le financement hors marché, est-ce que c'est vous, Monsieur le Président, c'est vous, Monsieur le rapporteur. J'entends que ce soit tentant. Tant qu'on arrive à se financer pas trop mal sur les marchés, c'est quand même la solution préférable. Mais tant que les taux d'intérêt n'augmentent pas trop ou baissent suffisamment vite selon la politique de la BCE et le facteur pays, c'est-à-dire les primes de risque qui sont assignées à notre pays, vont nous le dire. Et elles sont elles-mêmes endogènes au signal qu'on enverra collectivement en tant que pays sur la saine gestion de nos finances. Donc j'ai malheureusement pas plus à dire, mais c'est vrai qu'à un moment, ça pourrait être tentant. On a beaucoup d'épargne dans ce pays et ça pourrait être tentant d'aller chercher d'autres sources de financement. Ça s'est fait dans l'histoire et finalement, voilà, tout se regarde, j'imagine. Merci, Madame Vallat. Monsieur Redoulès, pour quelques minutes. Oui, merci. Je vais essayer d'être bref. Alors peut-être pour commencer sur le commentaire du mot agnostique. Agnostique, et je reviens sur l'intervention précédente, ça veut dire qu'on ne sait pas. En fait, la limite la science économique ou la science du modélisateur, il faut être conscient de ses limites. Elle a un certain nombre de limites. Et agnostique, il y a des fois où on ne sait pas. On ne sait pas, soit parce qu'on a pas assez de recul, soit parce que c'est suffisamment complexe pour dépendre des mesures qui sont mises en place et des interactions entre ces dernières mesures qu'on n'est pas capable d'évaluer. Donc, quand on ne sait pas, ça engage plutôt à être prudent et donc à choisir des options prudentes. Peut-être sur le sujet du taux d'épargne. Effectivement, en fait, on a un taux d'épargne qui est plus élevé que la moyenne européenne, qui est elle-même plus élevé que... c'est à augmenter là où il a baissé aux États-Unis. Ça a tendance ça suggère que des mesures qui freineraient le revenu des ménages, si on exclut les gens qui sont vraiment les plus financièrement contraints, auraient sans doute assez peu d'effet sur la consommation. Parce qu'en fait, on a donné beaucoup, on a beaucoup protégé les ménages. Ils ont eu un revenu qui a été relativement dynamique et ça s'est transmis essentiellement par de l'épargne. Donc ça a tendance à limiter l'effet multiplicateur via la consommation à très court terme. Après, ça dépend effectivement de comment les mesures sont calibrées. Sur le sujet du commerce extérieur, on voit effectivement un redressement de part de marché. On n'a peut-être pas exactement les mêmes indicateurs, mais on voit des choses. Il y a une partie qui est un peu un rebond cyclique. On voit, je pense que le meilleur exemple, c'est Airbus, qui avait pris du retard dans la remise en ordre et en marche de ses chaînes de production. On attend peut-être même des bonnes surprises dans les mois à venir. Donc, c'est pour partie du rattrapage, sachant qu'effectivement, les fondamentaux en termes de coût du travail se sont sans doute relativement améliorés sur tous les secteurs, mais pas forcément nécessairement sur les secteurs manufacturiers, où, par exemple, l'Italie fait des miracles. Sur l'explication du dérapage récent, moi, ce que je comprends, c'est que si on lisait attentivement l'avis du HFP du mois d'avril, pour le plan de stabilité, on pouvait s'attendre à 1,5 milliard d'ajustement à faire. Donc 1,5 milliard, ça fait 1,5 point de PIB. Donc ça fait 45 milliards. Et le 15 milliards qui manque, si je comprends bien, ça vient. Il y a eu des surprises côté collectivité, certaines recettes qui étaient un peu meilleures que prévu et d'autres plus basses que prévu, et on arrive comme ça quasiment aux 6 points. Par contre, le 7 points qui est prévu en tendanciel,
on voit qu'il suppose quand même une dynamique très forte de la dépense en volume, plus forte que le PIB. De mémoire, on est à 2,8 points de dépenses en volume tendancielle. Donc, là, il faut voir comment cette hypothèse a été construite. Mais en même temps, si on demande au gouvernement d'être prudent, peut-être que c'est intéressant qu'il... Ça peut prendre en fait, il peut le faire comme ça. Il peut implémenter une forme de prudence en ayant une hypothèse de hausse des dépenses plus forte que celle qui serait centrée. Sur le financement hors marché, je suis pas sûr qu'on puisse attendre d'un financement hors marché des coûts plus bas que sur le marché. Donc, il faut être un petit peu, parce qu'on réduit forcément le pool d'investisseurs. Donc, mais après, effectivement, pour l'instant, on accède au marché dans des conditions qui restent très bonnes. Les taux d'intérêt à 3%. 3%, c'est en dessous de la prévision, par exemple, de la loi de programmation, du projet de loi de programmation en 2022. Donc, au fond, les taux d'intérêt ont moins augmenté qu'on l'attendait. On a eu un petit peu de spread vis-à-vis de l'Allemagne qui s'étend, mais en termes nominal, il reste assez faible. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce sujet-là. Sur le rythme d'ajustement, je pense effectivement, Natacha l'a dit, il y a un effet signal, il y a un effet aussi sur la dynamique de la dette, c'est-à-dire plus vous réduisez votre déficit aujourd'hui, moins vous avez cumulé de la dette. Après, la Commission européenne laisse de la marge pour ajuster, pour étaler l'ajustement sur pas mal d'années. Il faut mettre en face des réformes crédibles. Donc il faut avoir un plan qui tienne la route. Je pense que les débats qu'on a eus au niveau national, ils les suivent avec intérêt. Donc ils risquent de demander des garanties, mais il y a effectivement de la marge. Et si on voulait appliquer, si on ne se préoccupe pas d'effets confiance ou autres qui peuvent jouer d'ailleurs dans les deux sens, mais un petit peu ce que dirait un manuel d'économie, effectivement, ça plaiderait pour étaler l'ajustement autour de 7-8 ans. Mais voilà, mais il faut être prêt à avoir une dette qui continue d'augmenter assez rapidement quand on fait ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que pendant un certain temps, déjà elle continue d'augmenter pendant un certain temps, mais là, ça durerait. Donc, il faut être prêt à assumer ça et à convaincre les marchés. Sur les différentiels de montant avec Anne-Laure Delatte, moi, je vais vous dire comment j'ai fait le calcul. Le 30 milliards, dans la fiche des prélèvements qui est dans le RESF, il y a 30 milliards, mais il y a 3 milliards qui sont en fait des prélèvements sur les collectivités. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment des prélèvements, ce sont des mesures de frein de dépenses. Donc c'est comme ça qu'on arrive aux 27 milliards. Et le 44 milliards, la partie recette, c'est un peu, la partie dépense, c'est un solde. C'est-à-dire une fois que vous tenez compte de la hausse de la dépense d'intérêt qui est de l'ordre de 10 milliards, de l'effet des moindres recettes spontanées par rapport à ce qu'on pouvait attendre avec une élasticité de 1, on arrive à ça. Donc c'est le 14 milliards sur côté recette, 18 milliards côté dépenses, c'est le solde par rapport pour arriver au déficit qui est attendu 1 milliard. Sur la surtaxe d'IS et les effets récessifs. Non, je ne pense pas qu'à quelques exceptions près, la surtaxe d'IS ait des effets récessifs dans l'immédiat. Par contre, sur le potentiel de croissance à moyen terme, c'est possible. Et vous avez par ailleurs posé la même question sur pourquoi l'épargne va aux États-Unis. Il y a un vrai sujet quand même de rentabilité de l'épargne. À un moment donné, quand vous taxez, quand vous prenez de l'IS ou autre, alors déjà la surtaxe d'IS, ça va réduire les dividendes ou le patrimoine valorisé des entreprises, et du coup, ça fait quand même moins à investir. Mais ça, est-ce que c'est une vraie limite? C'est pas sûr à très court terme. On est quand même sur des marchés qui fonctionnent. Par contre, à moyen terme, vous induisez un risque sur le rendement que vous pouvez attendre d'une entreprise en France. Donc, je pense que le sujet aussi de Total de bouger son siège, enfin de ce côté à New York, il faut le mettre dans ce contexte. Peut-être un dernier point sur les collectivités et le multiplicateur d'investissement, parce qu'en fait, il se trouve que les collectivités sont un des premiers canaux d'investissement public. Je pense que et ça renvoie d'ailleurs à un terme que Natacha a évoqué, c'est celui de la gouvernance. Le multiplicateur dépend beaucoup de la qualité de la dépense et de la façon, surtout, dans quelle gouvernance elle s'inscrit. C'est-à-dire, si on choisit, pour
pour faire simple, une dépense qui va donner lieu à un vrai projet, d'ailleurs qui pourrait être du fonctionnement, parce que des fois la limite, par exemple, d'éducation, est-ce que c'est une dépense de fonctionnement, c'est pas évident d'un point de vue de l'économiste, pas du point de vue du budgétaire. Mais si il y a du retour sur investissement, le multiplicateur peut être relativement élevé. Par contre, s'il s'agit juste, je sais pas, d'arroser du sable, ça, bien sûr, ça va pas faire grand-chose. Et puis voilà, je pense que j'ai répondu à l'essentiel des questions. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je vais donner la parole à Marie-Anne-Laure Delatte, donc pour conclure en 5-6 minutes sur les thèmes qui n'ont pas été abordés ou sur des réponses un peu différentes qu'elle souhaiterait évidemment traiter. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Je vais revenir. En fait, il y a plusieurs questions qui convergent vers finalement si on ne fait pas. Puisque moi ma conclusion c'est que l'effort demandé au départ très élevé et risque d'avoir des effets récessifs. Alors il faudrait s'y prendre. Sur qui devrait porter les efforts. Voilà, quelle serait la stratégie? Je vais commencer juste. Alors, attendez un peu. Vous m'entendez? Ça y est, maintenant oui. On vous entendait en double, mais maintenant on va essayer de vous entendre seul pour voir. Est-ce que vous m'entendez? Non, vous êtes avec un écho. On vous entend, mais il y a un écho terrible. Alors on n'entend que vous. Mais vous, plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe? C'est vrai qu'on peut faire la langue des signes. Ok, vous m'entendez et moi je ne vous entends plus. Bon, d'accord. Alors, donc je continue. Ça fait de l'écho. Je suis plus au téléphone. Bon, on est incapable de... Ah, ça fait de l'écho si je vous entends. C'est ça? C'est ça? Ok, je continue alors. Donc, je voudrais rapidement dire que d'accord sur le fait qu'il faut réduire ce déficit. D'abord parce qu'on a des engagements européens, mais aussi. Il faut probablement, il y a trop d'écho. Ben, je peux plus parler alors. Si ça passe par le truc, allez-y. Parlez. Non, ça ne marche pas. Attendez, je regarde avec un ampli. Allez-y. Oui, si je vous parle, est-ce que vous m'entendez? Du type Covid qui vont arriver
arriver. Et donc, il faut qu'on ait la capacité de s'endetter. Et le Fonds monétaire international et les agences, les organisations internationales ont plutôt tendance à dire que les dettes publiques vont augmenter et pas se réduire du fait de ces chocs. L'effet récessif sur plus long terme, juste pour vous donner une illustration, en 2026, on a une réduction du PIB de 1,5 point de PIB. Et effectivement, on peut se dire que les taux d'intérêt vont suffisamment baisser et que ça peut compenser. On pourra a priori pas compenser 1,5 point de PIB de réduction. Et ça, c'est sans l'effort de 2026. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, là, moi, je n'ai projeté que l'effort de 2025. Or, il ne vous aura pas échappé qu'en 2026, il va falloir qu'on continue, soit à réaugmenter les prélèvements obligatoires, soit à trouver de nouvelles dépenses à couper. Alors, tout ça, c'est le problème, c'est que d'après le modèle, alors on me demandait quel modèle j'utilise, c'est le modèle Mésange qui a été développé par l'INSEE et par le Trésor et qui est à court terme, comme d'habitude, en fait à court terme c'est keynésien et à long terme ça ne l'est plus. Donc en fait vous avez en gros des effets de demande au départ et après c'est l'offre à long terme qui récupère. Mais en gros, tout le monde est d'accord et en tout cas c'est vraiment le modèle macroéconomique utilisé par le Trésor. Donc, sur qui devrait porter les efforts pour le dire très simplement, là où les multiplicateurs sont les plus bas. Si vous avez bien compris, l'idée c'est que l'effort, les économies devraient avoir le moins d'impact possible sur l'activité. Alors, c'est pas sur les dépenses que ça a le moins d'activité. Comme le disait Natacha, en particulier les dépenses d'investissement, le multiplicateur, il peut être supérieur à 1. Donc, dès que vous coupez des dépenses d'investissement, en réalité, vous pouvez avoir des effets complètement contre-productifs. C'est-à-dire que vous allez tellement couper l'activité que finalement, vous allez même réduire plus les recettes que les économies que vous aurez faites. Il ne faut pas non plus faire sur la TVA, parce que la TVA, c'est une taxe qui est payée par l'ensemble des ménages, et donc ça va avoir un effet revenu sur ceux qui ont la plus grande proportion à consommer. Donc, par exemple, la taxe sur l'électricité, dans ce sens-là, c'est vraiment pas une très bonne idée. Et donc, comme le disait un sénateur pendant les questions, dans les cours d'économie, on dit en général qu'il faut aller vers ceux qui ont le revenu le plus élevé, parce que c'est ceux qui ont la propension la plus importante à épargner, donc à ne pas consommer, entre guillemets. En tout cas, ils couperont un petit peu leur épargne et beaucoup moins leur consommation. Donc, l'idée, ce serait d'aller chercher des multiplicateurs les plus bas possibles. Effectivement, dans les multinationales qui optimisent leur fiscalité, chez les hauts patrimoines. Et là, c'est vrai que c'est très surprenant de voir un budget en 2025 qui ne prévoit absolument aucune contribution des hauts patrimoines, que ça soit via un impôt sur la fortune ou via un impôt sur les hautes successions. C'est très surprenant parce que c'est là que vraiment les multiplicateurs sont les plus faibles, puisque quand vous allez affecter... si vous ponctionnez du patrimoine chez les très hauts patrimoines, a priori, ils vont pas du tout réduire leur consommation, parce que leur consommation, elle est bien en dessous de leur capacité. Et donc, voilà, c'est très, très surprenant de faire ça. Donc, un impôt sur les multinationales, un impôt sur les patrimoines. On peut aussi revenir, il y a une remarque en ce sens... je vais finir, sur les mesures qui ont eu peu d'effet sur la compétitivité et sur l'investissement. Donc, on a aujourd'hui des rapports publics qui montrent que le crédit d'impôt recherche a peu d'effets, voire des effets nuls sur l'investissement. Les exonérations de cotisations sociales, au-delà d'un certain seuil, ça n'a pas d'effet. Donc, on pourrait revenir sur toutes ces mesures sans
affecter en fait l'économie, puisque ces mesures n'en ont pas eu quand on les a mises en place. Si on les retire, a priori, on n'aura pas un effet très important. Et donc, au total, en réalité, si on simule un peu l'ensemble de ces mesures où on pourrait aller chercher des prélèvements et des réductions de dépenses, on arrive à quelque chose qui est autour de 50 milliards. Et en fait, pour conclure, d'un point de vue macroéconomique, ce que je recommanderais, c'est dans ces 50 milliards, d'en prendre 18 pour réduire le déficit la première année et de faire de la dépense d'investissement, en particulier dans la transition, puisque c'est ça qui nous manque cruellement. On a un déficit d'investissement de 30 milliards par an, selon le rapport Mahfouz-Pisani. Et c'est en fait préparer l'avenir. Je vais conclure là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce PLF, c'est que on ne prépare pas du tout l'avenir. On essaye de réduire nos déficits en coupant des dépenses qui vont affecter la trajectoire de long terme de l'économie française. Et en particulier, on ne prépare pas les Français et les Françaises à subir les chocs écologiques qui vont venir. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame Delatte. Merci à Monsieur Redoulez. Merci à Madame Vallat, bien sûr. Excusez-nous pour pour la technique qui n'a pas tout à fait suivi. Ah, maintenant j'ai plus de téléphone, donc je crois que ça s'arrête définitivement, même le téléphone. Donc merci à vous tous et bonne fin de journée.